Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur le voleur Raldagoni. Donc pourquoi je ne l'avais pas présenté avant? Tout simplement parce que je présente seulement des decks que je considère vraiment jouables pour monter top légende. Donc s'il monte top légende, ça veut dire qu'il passe légende automatiquement. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas vraiment de liste optimale parce que les listes que je voyais, elles jouaient beaucoup de packages Raldagoni. Et donc c'était un peu un fourre-tout. On espérait avec le fameux sort à 8 qui pioche des Raldagoni, donc faire de la magie, mais c'était statistiquement très random. Donc là, l'idée c'est de garder une stabilité de deck vraiment forte, qui a un plan de jeu qui gagne, et c'est en ça que j'aime bien la nouvelle liste qui est apparue. Donc c'est pas ma decklist préférée non plus, mais elle a le mérite d'être très présente sur la méta. En tout cas, en top légende, ça m'arrive de croiser des fois 4, 5 fois d'affilée ce deck en question. Donc s'il est autant présent, c'est que les gens qui performent avec vont avoir un bon match-up, enfin comment dire, de bonnes stats avec, ou minimum un 50%. Donc c'est pour ça que je vais vous présenter la vidéo. Donc la liste est je crois de Le Borge. Ensuite ça a été popularisé par Superfait qui avait fait un tweet sur la decklist. Et après ça, il y a eu beaucoup de personnes qui sont mis à tester la decklist, donc je vais vous la présenter. Donc, voici la decklist concise de Hybrid Defratel Rogue. Tout simplement, on voit que la curve s'arrête à 8 de mana, sauf qu'il n'y a que 2 cartes qui coûtent 8. Et en plus de ça, on peut les tuto grâce à cette carte tech, le Trickster, donc qui fait que votre prochain sort, ce tour-ci, coûte 0. Donc dans l'idée, c'est qu'on peut piocher 5 très facilement, en plus de trigger les Defratel. Donc, quels sont les Defratel qu'on joue? À la base, c'est juste un voleur mine, mais on a rajouté une carte clé, qui est la 1-1 pour 5. Globalement, c'est quoi? C'est la seule Raldagoni qui se met vraiment bien et qui reste jouable pour 4 de mana. Si vous faites par exemple 1-3 sur tour 1, derrière vous faites le Snowfall Graveward sur tour 3 et vous jouez ça sur le tour 4 et vous avez 2-5-8 qui s'invoquent. En plus d'avoir proc le Raldagoni, donc ça veut dire que la Blade, l'arme, réinvoquera ces 5-8 potentiellement. Ça c'est dans le cas où vous n'avez pas trouvé la mine pour partir en plan de jeu OTK. Et dans l'idée, c'est qu'on a une decklist où au final il y a je vais y arriver. Il y a les lieutenants qui sont là pour soit être joué on curve, soit on attend pour partir en plan de jeu OTK dans les match-up qui ont des silences, qui ont des removals comme guerrier, comme prêtre qui aurait du silence, mais il y a des match-up comme voleurs qui n'ont juste pas de removal, ça veut dire que vous pouvez laisser le lieutenant camoufler. Et l'idée, la curve la plus insane que vous pouvez faire dans un match-up tempo, c'est tour 1, 1-3, tour 2, lieutenant, tour 3, en ayant fait, ouais c'est ça, tour 1, 1-3, tour 2, lieutenant, tour 3, pièce 1-1 potentiellement, ou juste cimetière, et tour 4, vous faites l'acolyte, et derrière vous avez 2-5-8 qui s'invoquent, plus 2-5-8 supplémentaires quand cette 2-2 va mourir, et vous voyez des curves assez débiles que vous pouvez faire en termes de serviteurs. Notamment si vous faites cette curve, ça va détruire Demon Hunter, le DH. Et donc voilà, des curves que vous pouvez faire alternatives en cas de... Voilà. Le problème avant, c'est qu'on pouvait blank beaucoup avec Rogue Mine. Alors que là, avec cette version, on va moins blank, mais on va avoir moins de sorties explosives globalement. Mais on voit qu'on peut toujours faire des curves très grosses. Notamment cimetière sur 3 et le Trickster et sort à 8 sur tour 4. Donc voilà, si vous avez Trickster, vous allez le garder avec ça. Et dans l'idée, j'ai envie de dire que le sort à 8, on peut se dire que c'est un sort clé, donc on va le garder dans tous les cas au mulligan. Comme ça, si on pioche Trickster, on a une main qui ne blanque pas. Mais il y a des sorties, on peut se dire que ça va être trop lent, donc dans les match-up tempo, notamment comme DH, on va plutôt favoriser la 1-3. Ça me choquerait pas de garder la Sketchy également, parce que globalement, vous avez une invocation d'une 5-8, en plus d'avoir le proc du Raldagoni, et derrière, vous avez toujours la curve avec l'arme possible. Donc là, cette fois-ci, le Sketchy va toujours être un keep. Voilà, pour la curve, on a les backstabs qui vont être là pour tuer nos bombes, si on n'a pas pu... ou même tuer les 1-1 pour 5, si jamais on n'a pas réussi à avoir la 1-3 au préalable. Donc voilà. Et contre les match-up comme Boar Priest, l'idée ça va être vraiment, même Démonie, ça va être vraiment de partir en plan de jeu OTK où vous êtes très lent, mais au moins quand vous partez, c'est pour tuer l'adversaire. Donc on va maintenant queue en légende, en rang top 200, tout simplement, sur un nez. Donc je vais découvrir la liste en même temps que vous, mais si vous faites ce travail d'analyse, normalement, il n'y a que quelques cartes qui changent par rapport à la version mine en soi. Là c'est vraiment le package avec le travail d'analyse qu'on a fait de quelques minutes.
on voit qu'il y aura pas besoin normalement d'un gros échantillon de game pour maîtriser parfaitement le deck. Juste, de temps en temps, il faut identifier dans quel match-up on part en plan de jeu plutôt acolyte ou on reste sur le plan de jeu OTK. Donc ici, on va tout renvoyer. L'idée, c'est que si c'est un board priest, et parce qu'il y a beaucoup de board priest en top legend, bah, ça va être un bon match-up globalement. Donc ok, on a une très bonne main pour le coup. Le seul problème, c'est que parfois on veut partir en plan de jeu OTK, sauf que sur l'arme, on va pas forcément avoir le sort qu'on veut, enfin le serviteur raldagonique qu'on veut. Donc ça peut être un problème en soi, mais... ok, on est contre un Naga Priest. Donc la question c'est, est-ce qu'on double Raldagonie? Pour sûr, on va faire le sketchy. On a eu la bombe, même si on aurait aimé avoir l'autre. La question c'est, est-ce qu'on pièce prep ça? En vrai, j'aime beaucoup si on chope la 5-8. Bon, malheureusement, elle a arrêté 2 fois. Statistiquement, c'était 25%. Il fallait prendre le risque parce que globalement, là, s'il a le sort à 1 qui buff sa 2-3, on a perdu. Enfin, du moins, ça va être très compliqué pour le coup. Ça me paraissait beaucoup trop lent de faire juste backstab et dag. On va dire que ça va être un play qui est plutôt losing play. C'est-à-dire que vous tournez autour d'un 25% de perdre. Ça aurait été, on va dire... En fait, pour moi, c'est un match-up qui est défavorable. Et justement, c'est pour ça qu'il faut partir en plan de jeu de piocher cette 5-8. Cette 1-1 qui invoque une 5-8. Ok. Ici, on va juste invoquer ça. On va commencer à taper face. Donc voilà, vu la main qu'on a, on n'a pas le choix de partir en plan de jeu OTK. Donc là, ce qui nous manque, on n'est plus très loin d'avoir un OTK. Il nous manque juste le lieutenant. Si on pioche le lieutenant, on fait ça, into potentiellement ça. Et derrière, on fait lieutenant, up. Et c'est fini, backstab et on a l'étal. On a 24. De l'armoire, on a 24 si on pioche le lieutenant. Donc là, s'il y a un monde... Est-ce qu'on peut avoir l'étal? Je ne crois pas. Ok, il a très bien joué sur un point. C'est ce côté d'avoir une 1-8 ici. On va juste taper et Hero Power, je pense. Dans tous les cas, le fait de taper, on va réduire le nombre d'attaques qu'aura cette créature. S'il compte faire le bless, le sort à 2. Dans l'idée, on aurait dû potentiellement jouer ça en se disant que dans tous les cas, s'il a le bless, le blessing, eh bien, on va dans tous les cas devoir le tuer le tour suivant. Donc voilà, le play c'était sans doute de jouer ça. Ok, flash heal, ça risque d'être là out. Normalement, le deck avait pas de heal. La découverte fait que ça risque d'être compromis maintenant. Ok, on risque de jouer ça. L'idée c'est quoi? C'est que en cas de top deck, on reste sur le même plan ici. En cas de top deck de 2, est-ce qu'on a l'étal? On n'a pas l'étal, on n'a que 24. Et encore, non, on ne peut même pas tuer la 2 de rush. Par contre, on peut partir en plan de jeu 5-8. Ici. Ah, bon, il va choisir notre top deck, donc ça va être mort déjà. Il a découvert cet élémentaire qui était une des rares cartes. Ouais, c'est ça, il n'est pas joué dans sa decklist. C'était une des rares cartes qui pouvait nous avoir en soi. Parce que c'est un quoi? C'est un élémentaire. Il a fallu la découvrir sur Amalgame qui choisit Amalgame. Donc c'était vraiment un pool de tous les serviteurs de jeu qui ont un type. Donc c'est assez triste pour nous. Et ça veut dire que ça fait un échec et mat là. C'est globalement fini normalement sur ça. 2-5-8 devrait pas suffire. Ok. On va jouer ça ici. Est-ce qu'il y a une raison de jouer une bombe? Je pense que c'est ok. Le problème, c'est que prochain tour, on peut pas juste drop l'arme et Hero Power. Si jamais on avait la 5-8, pour réinvoquer 2-5-8. Donc là, c'est pour ça que là, c'est un spot très compromis.
L'avantage, c'est qu'au moins, il n'a pas eu de sort. Parce que là, il y avait un sort, il y avait un Serpent Twig. On partait de la game, pour sûr. Là, la game ne durait pas autant. Mais ça a l'avantage d'avoir quelques outs, quand même. Comme, potentiellement, toucher le DF Rattle de la 5-8 et top deck l'arme. Ce serait un out. Donc ouais, il veut pas buffer cette 5-8 pour ne pas mourir en fait. Cette 1-8, pardon. Un 6 qui serait 8-8. Est-ce qu'il tue ça? Il peut la tuer. Malheureusement pour ça c'est trop cher. Mais est-ce qu'on prendrait pas ce plan de jeu de pioche? Si on pioche la 5-8 numéro 2, on est peut-être encore dans la game. On l'a eu. Le double Death Rattle qui se proc ici. Malheureusement on n'a pas le mana pour le rejouer. Est-ce qu'on a absolument besoin de tuer ça? Oui. Est-ce qu'on doit backstab ça? On le met à 20. Donc au cas où il le silence, on va faire ce play. Et ça, on va le garder par contre. Ouais. On va rester comme ça. L'idée, c'est qu'on a le deuxième Graveward. Et en plan de jeu, ça va être quoi pour OTK? Ça va être le Forsaken quand le top deckra et jouer la mine. Donc on garde bien cette mine au chaud. Et là, est-ce qu'il y a un monde où on gagne prochain tour, globalement? Ça voudrait dire qu'une 5-8 connect face. Qu'on top deck la 2-2. Ouais, il y a un monde en vrai. Donc là, on part d'une situation désastreuse à on a top deck le sort à 8 qui est là, qui est clutch. On voit que des fois, on peut avoir une main morte. Sauf que voilà, entre les sketchy qui peuvent piocher les T5 et les T2, là, on voit que vraiment, bah, il y a beaucoup d'outils qui sont là pour nous empêcher de blank. Ok, ça, par contre, ça risque d'être très fort. C'est très très fort. Est-ce que Wickstab peut nous aider à nous en sortir? S'il en fait une 1-6, une créa à 6 PV, on peut peut-être s'en sortir. Comme ça on la tue. Samuro. Ok. Il ne va pas la blesser plus cette 1-4. Mais du coup ça nous met vraiment bien si on top deck stab. Deuxième sort à 8. Est-ce que c'est un bon out aussi? Donc on va faire ça. Je pense qu'on pioche ici. On n'a plus de Râle d'Agonie dans le deck. Est-ce qu'on la prend par défaut pour partir en plan de jeu OTK? Je pense que oui. Hein. Donc là pour l'instant on a que 16. Donc c'est dommage, là un stab nous mettait très bien dans la game. Pourquoi? Parce qu'on pouvait faire notre play de 5-8, plus tuer ça et avoir 3-5-8, c'était fini. Il n'y avait plus de Samuro, c'était juste fini. On a la lecture qu'il a plus de Naga en main, potentiellement. Pourquoi? Parce qu'il a joué Samuro sans le buffer. Et potentiellement, prochain tour, on refait des 5-8. Vous voyez que ça se finit jamais. Il a pioché un Naga. Donc cette vidéo risque peut-être d'être un peu plus courte que les autres, car on va dire je suis limité en temps, vu que le Master Tour arrive très bientôt. Cette nuit de vendredi, vers minuit 15, ça commence, vers 1h du mat même. Ça commence par là, et voilà, je suis en rythme de sommeil où j'essaie de m'adapter.
Et voilà, donc là j'essaye de décompresser au maximum, allier avec ça l'entraînement pour trouver la line-up parfaite, donc les 4 decks parfaits pour la compétition. Malheureusement, il a buffé cette créa. Et le bless qui est clutch, du coup, il a peut-être l'étal en fait ici. Dommage. En vrai, ici, c'était close. Hein. Ça s'est joué à ce top deck. Après, il fallait qu'on top deck avant lui en fait. Là, on est mort. Ouais, on est mort. Dommage, c'était vraiment close en soi. Hein. Cette game était vraiment difficile, mais on était pas loin de la gagner. Hein. C'est dommage, parce qu'en early, on touche la 5-8. On a le board tout le temps en fait. Donc c'est vraiment dommage. On affronte un mage. Mage, j'aurais envie de dire que le match-up a de quoi être fine aussi, dans la mesure où le nombre de removal reste assez limité. La question c'est, est-ce qu'on garde carrément l'arme? On pourrait tenter. Là, on va faire l'expérience. On va juste tenter. Là, dans l'idée, c'est que si on top deck... qu'est-ce qu'on peut top deck? Le cimetière? Je crois que c'est le cimetière, le sort à 3, le nom en français. Cimetière gelé. Quelque chose du genre. Donc dans l'idée, c'est que si on a pioché maintenant le sort à 3, on fait ça sur 4, on fait ça sur 5. Et globalement, c'est une très belle curve. Est-ce qu'on trade ça? On va même choisir de trade ça pour augmenter nos chances que ça arrive. Ok, bon, tant pis. Ça va être un plan de jeu serviteur ici. Mais dans l'idée, cette version de mage n'a pas forcément des AOF faciles. C'est plus comme la version de Naga Mage qui faisait vraiment des removals, etc. On va continuer de trade ça. Ok, du coup en 4 top deck sort à 8, bah on a de nouveau une main. Donc voilà. Là on voit qu'on va avoir un plan de jeu très tempo. Le problème c'est que derrière si ça passe pas, si ça suffit pas, on va manquer de ressources. Et 7 de 2 plus le sort à 8 sont là pour combler ces ressources. Donc on a pioché les deux, c'est dommage. Ici on va taper. Même si derrière il peut rejouer une barrière de glace, dans tous les cas, on tourne pas autour de ça. Dans le sens, ça serait perdre un dégât, parce que prochain tour on tape, dans tous les cas. Il va ping ça, ok. Je pense qu'on va face, donc il a pioché l'autre barrière. Oh, et on en parlait de ce top deck. On va face, évidemment, on va juste optimiser les dégâts. Et tant qu'il n'a pas de quoi booster le ping, bah, ça va être très dur en fait d'atteindre... Parce que là, ce que je vois pour lui, le seul moyen de gérer vraiment ce Mordreach, enfin, ce board, ça va être Mordreach. Donc le T8. Sauf que si le ping n'est pas amélioré, ça va être très long d'activer le Mordreach. Donc à voir. On va sûrement faire ça prochain tour, comme ça on va avoir 3, 5, 8, enfin 3 créas en vie si elle ne meurt pas. Et le tour suivant, on en rajoute 2. Donc voilà, c'est le plan de jeu alternatif qui peut être plus plaisant parce que c'est un plan de jeu alternatif qui marche contre DH. Vraiment, il y avait la frustration avant quand tu jouais. Ah, il joue ça dans son deck. C'est très chiant du coup. Après, globalement, on n'est plus un deck OTK. Là, par exemple, en ayant un plan de jeu OTK, on galérerait à avoir le reach suffisant. Alors que le board, c'est vraiment une valeur sûre. C'est des dégâts tous les tours. Et je pense même qu'on part pour tuer ça en fait. Ça me paraît fine, hein. On veut vraiment optimiser et on reste sur le plan de jeu. La game ne dure pas. On met les dégâts par le board. Donc c'est des dégâts constants en fait. C'est comme si on investissait dans le board. Et on retrouve un petit peu le gameplay de Hunter Defratel de l'époque. Donc c'est le seul deck Defratel qui se rapproche un petit peu. Je sais qu'il y a du bord pris, enfin pas du bord prise, mais du prêtre Defratel. Mais on va dire de plus vraiment punchy. Punchy, c'est cette version qui se rapproche le plus. Là, à tout moment, il y a un monde, on top deck le sort à 8. Derrière, on pioche les deux mines. Bon, ça voudrait dire que ça serait très chanceux, mais on inflige 16. On a toujours cette option. Donc ça, on est où? 2. Autant drop cette arme. On peut prendre le trade sur ça. S'assurer de protéger notre board encore une fois. On refresh pour être sûr d'avoir 5-8.
2, 5, 8. Et derrière, à tout moment, même si le top deck est nul, globalement, même un top deck nul comme Backstab, on peut tuer cette carte et avoir 2, 5, 8 en plus. Donc voilà, là l'idée ça va être de survivre. Ok, là on peut potentiellement se prendre Mordresh prochain tour s'il a l'apprenti et en plus Mordresh en main. Mais on voit que hormis ce scénario, normalement la game est bien. Donc si imaginons qu'il y a plusieurs dimensions de cette game, c'est-à-dire où dans un spot s'il a tout, les chances qu'il ait tout, ça serait dans une dimension sur moins de 10 peut-être. Donc on a 9 chances sur 10 d'être dans la bonne dimension. Où il n'a pas cette carte. Enfin, le séquençage. Donc on a 15 et c'est un setup létal en deux. Ok, il nous gèle. Donc ici, on va piocher le Death Rattle. Vu que je vois rien de mieux à faire. Je pense qu'on va jouer cette 1-1 qui peut à elle seule un peu être chiant pour l'adversaire qui aurait envie de faire l'apprenti. Parce que ça va tuer ça. Pareil, s'il a envie de faire la furie, numéro 2, il peut toucher ça. Globalement, c'est une carte chiante. Pour l'instant, c'est un setup létal mathématique. Même s'il a l'apprenti. Parce que ça meurt. Il peut certes tuer ça avec un ping, mais c'est tout. Donc voilà. Je trouve que ça change un petit peu. Là, pour le coup, je ne l'avais pas joué et je me doutais pas, on va dire, si c'était vraiment consistant. En fait, ce qui m'a fait tilt à l'oreille, c'est vraiment le fait qu'énormément de personnes jouent le deck. Ça veut dire que si les personnes jouent un deck et continuent de le jouer, c'est que vraiment le deck est plus fort que ce que moi je le sous-estimais par exemple. Bon, ici on aurait pu tuer la 1-1, mais j'aime bien, on va dire, la garder comme ça ici. On peut se permettre de lâcher ça. Et la question c'est, est-ce qu'on drop la mine? Je pense qu'on va la garder ici. L'argument ça aurait été... Il y avait un argument de la jouer. Hein. La jouer c'était, s'il fait l'apprenti, la 3-5, il allait tuer ça. Du coup il passait à 3 PV, on avait des top decks létales. En plus. Donc il y avait un grand argument à le jouer. L'argument de ne pas le jouer c'est le lieutenant. Donc ouais, quand tu vois que des gens persistent à jouer un deck, pour moi ça allait peut-être juste de passage parce que le deck était moins fort contre Borpriest, le prêtre cochon, et contre des decks comme Démoniste, globalement c'était moins fort. Mais si ça peut améliorer les match-ups qui sont faibles, comme Mage qui fait énormément d'armure, ça a un côté positif du coup. Ça va dépendre encore une fois des match-ups que vous affrontez. Si vous affrontez que du démo, c'est mieux de jouer la version mini classique. Pareil, si vous affrontez que Borpriest. Le ping fait 4, ok. Il peut rien ping de particulier pour améliorer son ping en fait. Donc là, certes, il peut gagner des HP. On espère que s'il a... Ok, il a pas répété la barrière... S'il a répété la barrière de glace, on aurait préféré qu'il répète la fleurie qui tue la 1-1... Enfin, freeze la 1-1 et l'autre. La mine, on en parlait. On va voir si ça permet de setup létal ici. Donc ce play part pour sûr. Ça setup létal. Donc ici on va le lieutenant et jouer ça. L'idée c'est que s'il veut faire Mordresh, n'importe quoi qui gère le board, il est rect. Donc c'est bien ce mélange entre les mines et les 5-8. Si vous avez un plan de jeu 5-8, les 5-8 rendent des dégâts au début, contre les decks qui font énormément d'armure comme ce mage, et ça va être pertinent. Là vraiment on le met dans une position d'échec et mat. À moins d'avoir créé un polymorphe random, là il peut plus faire d'AOE parce que sinon il est mort et voilà. L'idée pour survivre, on parle de pas gagner, hein, mais survie. C'était quoi? C'était de geler les 2-5-8 pour ne pas mourir on board. Donc voilà, plus on le joue, là ça fait que 2 games et déjà on se rend compte du potentiel du deck. Warlock ça va être intéressant.
Pour moi, le match-up reste pour voleur, même si sa version est un peu plus faible. Contre ce match-up, en tout cas. Donc, on va sûrement garder... La question, c'est est-ce qu'on garde l'arme? Je pense même pas qu'on garde l'arme. On va tout renvoyer. Sauf l'arme, qui est bien à trade sur tour 1. On a la 2-2, donc on sait ce qu'on veut. On veut le T8. Même si Sketchy reste ok en soi. Des 5-8 très tôt, ça peut être une idée. La main, certes, sur 4 cartes, elle est mauvaise, mais statistiquement, on a de grandes chances de bien piocher. Est-ce qu'on trade ça en premier? Peut-être. L'idée ici, c'est d'augmenter nos chances de récupérer un sort qu'on a envie de réduire. Est-ce que le Sketchy nous paraît bien? Le Sketchy a de très grandes chances de récupérer la mine. Ok, maintenant c'est un 50-50. Donc vraiment, ce plan de jeu, on va partir en OTK. Là, pourquoi? Parce que c'est trop tôt pour avoir fait ça. La question, c'est est-ce qu'on doit faire Sketchy et Gone Fishing? L'argument de le faire, c'est... Bah, une 5-8, c'est ok. La mine, ça veut dire que le proc est déjà fait. Et on cherche tout simplement le T8. On va piocher le T8 ici. Donc on va sûrement prendre le Cutlass et le Trade pour augmenter nos chances de piocher. Là, clairement, on s'en fout de gagner par le board. Hein. On veut juste partir en OTK. Le seul truc, c'est que ce démo peut gagner à la tempo. Là, il va sûrement Gnoll. Donc les 5-8 auraient permis de tempo. Ouh, attendez. On va sûrement faire cette arme. On va garder les deux backstab. Ça change pas l'ordre de tuer ça en premier ou pas. On a pioché un Graveward. Donc là, en fait, il y a un monde où on garde juste toute la main. Absolument tout. Pourquoi? Parce qu'on peut juste avoir l'étal. Prochain tour. Enfin, pas en prochain tour, mais en 2 tours. On a les 2 stabs en plus. Question, c'est est-ce qu'on backstab ça? Je pense pas. On va juste trade tranquillement, bien sagement. Le play prochain tour risque d'être ça et ça. Derrière, on va avoir 24 de la main. Donc si on n'a pas l'étal au tour 6, ce qu'il peut faire de manière optimale, de manière intelligente, c'est de ne pas avoir de serviteur sur le board. Et s'il choisit de ne pas avoir de serviteur sur le board... Ok, on est à 10 cartes, ça change rien. Donc là, on va juste faire Gravewards. Et ça face. Dans l'idée, ça me paraît dur pour lui de passer hors range. Parce que s'il joue la 3-2, il va se soigner de combien? Il va se soigner de 8. Ok, s'il fait ce play, il va se soigner de 2 plus 3, c'est ça. Il n'a pas l'étal par contre. Mais on a l'étal, nous. Donc voilà, on est parti en setup létal. Il fallait pas se faire bait à partir en acolyte. Il faut vraiment identifier le plan de jeu qui nous fait gagner. Donc là, on a de quoi suicider ça. C'est parfait. Voilà, c'est en OTK comme on les aime. Tout en retrouvant la flexibilité de cette 5-8 taunt contre certains match-ups. Et là encore, on n'a pas trop bullshit. On n'a pas pioché de Death Rattle sur le smoke screen. Il y a une game, on a pioché la bombe, mais c'est tout. Et parfois, vous faites le sort à 3, into la 2-2 qui fait le sort à 8, qui tue tout le sort à 8, et vous avez de quoi faire une sortie très débile, hein, globalement. On est contre un Shaman. Shaman, c'est justement le genre de match-up où les 5-8 sont là pour tabasser très tôt. Donc la question, c'est est-ce qu'on garde le lieutenant sur 2? Lieutenant sur 2 pourrait être pertinent, sachant qu'on affronte un match-up dont je vous parlais. Parce que je connais le Shaman, il n'a pas d'AOE.
À part s'il joue une version bioluminescence. Sinon, hormis le tour 8 qui peut faire de d'AOE, il n'y a pas d'AOE. Donc je vais considérer de garder le lieutenant. Donc c'est très greedy. Peut-être incorrect. Mais ça suit une logique, on va dire. Celui de, si on a la 5-8, on fait une très grosse sortie tempo. On a la 5-8. Du coup, ce qui pourrait être cool de trouver maintenant, c'est beaucoup d'out. La 1-3. Le sort à 3 qui double les défratels. On va être tranquillement patient ici. L'idée c'est que prochain tour on va potentiellement juste backstab Gunfishin, à voir si on veut garder vraiment ce backstab ou pas. On a pioché la mine. Donc on va faire ce plan de jeu je pense. Prep Gunfishin. Et est-ce qu'on prend le Sketchy ou est-ce qu'on prend le double Defrattle? Double Defrattle est peut-être plus pertinent. Après on a également le Small Screen qu'on pourrait choisir de jouer maintenant. Sauf qu'on a déjà un plan de jeu qui me paraît fort. Donc je pense que statistiquement le play le plus correct c'est de prendre le cimetière. Donc la subtilité où je m'étais fait avoir je crois la première vidéo c'est que je n'avais pas tapé en premier avant de me transformer en T8. Enfin comment dire, en mine. Donc maintenant on le sait. On va tranquillement aller face. Pièce. 7-1-1. J'imagine qu'on va tuer les 2-3-2. On va backstab ça. La question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de backstab 7-3-2? J'aime bien la possibilité de garder ça pour tuer que ce soit notre mine ou que ce soit là parce qu'on a 15 prochain tour. Donc imaginons qu'on top deck lieutenant. Lieutenant, mine, on tue la mine, lieutenant rush. Globalement, on a 16 de la main. Donc là, 2 créas qui connectent, 26. Il va sûrement geler ça. Donc on est proche du létal en fait. On a setup létal en 2 tours sur l'arme. 27 avec l'arme. Donc voilà. Les top decks viables maintenant c'est Sketchy. Sketchy qui piocherait la mine, ça fait 16 de dégâts. Je vais choisir après shot ça, ok. On pioche le deuxième Graveward. Ok, intéressant. Donc là, on va juste tranquillement aller face. Dans l'idée, il peut pas freeze un serviteur et tuer un autre serviteur. Donc là, soit il tue un serviteur, mais j'imagine que là, ce qu'il veut faire dans ce spot, c'est geler le board. La question, ok, il va geler. La question, c'est est-ce qu'il a assez de gel pour justement avoir assez de créatures qui contestent mon board. Pour l'instant, il n'a pas l'air d'avoir le T6 qui gèle, le gardien. Tour 6, si on top deck le lieutenant, on n'aura pas assez pour jouer le cimetière aussi et la bombe. Mais on jouera le lieutenant par défaut, parce qu'on a la mana. Donc voilà, on a énormément de top deck. Là, plus on s'avance, plus on a de top deck viable. Ok, il va faire ça pour nous ralentir. Ce qui fait sens. Donc là, il peut freeze une créa, voire là en tuer une. Donc là, on le passerait à 12 PV. On n'aurait pas l'étal. Ok, donc là, on voit vraiment toutes ces créatures sans pal. Hein. C'est vraiment assez fou. On a pioché les 2 mines. On va faire ça. On va les face. Derrière, dans la mesure où il fait pas Mutanus, déjà s'il fait Mutanus, il laisse une 5-8 sur le board. Mais s'il a pas Mutanus, on gagne sur top deck, stab ou 1-3. Ou extorsion.
ou lieutenant. Donc là, vraiment, le nombre de top deck est assez fou. Voilà, Mutanus. Ça veut dire qu'il reste dans la game. Après, on a toujours gagné sur stab ou lieutenant, en soi. Donc là, tous les top decks que j'ai cités, en fait. Sauf extorsion. Extorsion, pourquoi? Parce que là, si en top deck stab, on peut l'envoyer face, et c'est létal. Extorsion, on peut pas. Vous voulez l'extorsion pour tuer l'autre bombe. On n'a toujours pas accès à ce sort. Dans tous les cas, il n'y a que des 5-8 dans le deck. Ce top deck est assez insane, hein, pour être honnête. Ok. La question c'est est-ce qu'on a létal prochain tour? Parce que là, on va tourner autour du meilleur play adverse en fait. On n'a pas la mana pour le tuer, ça c'est sûr. Par contre, ce qu'il peut nous faire, c'est le Mako ici. Le répéter le Death Rattle. Et si ça arrive... Est-ce qu'on tourne autour? Il y a un monde où le play c'est de tourner autour. Ouais, on va tourner autour. Quand je dis tourner autour, c'est juste on garde tous ses serviteurs en main. Donc voilà. Le tour le plus plausible qu'il préparait, c'était ce Brucan. Et justement, on a l'étal sur Brucan. Donc pour l'instant, du peu de game qu'on a, assez surpris par la liste, de manière positive. Comme moi, j'étais assez sceptique. Avec mon teammate Zim, on est quand même assez sceptique. Hein. Pour nous, la liste était vraiment juste de passage. Sauf que on voit qu'elle reste. C'est très important d'être critique sur ce que vous affrontez tout ça. Est-ce qu'on a l'étal par contre? On n'a peut-être pas l'étal en fait. Par contre, on va piocher la 5-8. Ah, on a plus de 5-8 en fait. Donc my bad, on a juste plus de burst ici. On met l'adversaire très bas en PV. Attendez, mais... Comment ça se fait qu'on n'a plus rien? On s'est fait bait, on n'a plus l'acolyte? On va drop ça, juste pour setup les talon board en fait. Et dans tous les cas, la decklist ne joue pas de taunts. Pour connaître la decklist, par contre, il peut Mako et high roll le heal. Ça c'est bien. Le burst, parfait. Dans ce spot précis. Dans ce spot précis, on a toujours l'étal. Murloc, est-ce qu'il y a un Murloc qui peut le sauver? Je crois pas qu'il y ait de taunt Murloc en tout cas. Ouais. Donc je me suis fait bait par le tracker, je pensais qu'il y avait un acolyte. Mais non. Ok. Bon, ça restait une game close en soi. Est-ce qu'on avait des top decks pour finir la game plus tôt? En soi, oui. Le tour où il nous a Mutanus. Et on a fait le sort à 8 assez tard, mais on voit que c'est... Du coup, ça rentre dans l'optique d'avoir un deck plus consistant. C'est-à-dire que même si tu gagnes pas rapidement, tu peux faire des sorties où tu gagnes tour 5, tour 6. Mais même si ces sorties n'arrivent pas, en soi, c'est pas grave parce que sur le long terme, tu as des ressources. C'est l'avantage de ce deck, on va dire. Ok, j'ai dû m'absenter quelques secondes, mais pour vous, c'est pas grave. Sans transition. On a le choix d'équipe ici. Est-ce qu'on garde ça? Est-ce qu'on se dit... C'est la manière de garder... On va aussi garder ça parce qu'on n'a rien à faire tour 1, hormis la 1-3. Donc ça peut paraître ambitieux de garder ça, mais on va tenter. Là, l'idée, c'est qu'on est vraiment au début du deck. Donc on tente des plans de jeu. On a réduit ça, ce qui est parfait. Hein. Si on a la 5-8, c'est les nuts. Si c'est un hunter en plus. Ok, ça a l'air d'être un chasseur en plus. Là, c'est le 50-50 d'une vie. Le 50-50.
On n'arrive pas à gagner ces 50-50. Hein. Du coup, on va backstab ça. C'est dommage. Hein. Je pense que là, du coup, s'il fait les 3-3, bah, on est très derrière dans ce spot. Ouais, dommage. On va dire ça, c'est la sortie vraiment les nuts absolus de Hunter. Mais on pouvait juste gagner un 50-50 en soi. Ça aurait pas été des nuts, ça aurait été juste gagner un 50. Là où là, c'est vraiment la sortie les nuts, le rêve absolu. Ok, ça c'est un buff. Donc, ça c'est une curve T1, T2, T3. Est-ce qu'on va réussir à battre ça? Il va préférer faire arme. Sûrement de rage, une bête. Donc, ça c'est la sortie toujours absolue. Surtout si tu touches la bête. C'est le deck est tiré s'il fait cette sortie très souvent. Donc on va faire ça. Et ça n'a pas le choix de toucher les 5-8, sinon on perd. On a touché une. Et là, ici, on va juste attendre, patiemment. On va voir à quel point le Defrattle de Hunter, c'est vrai que j'ai oublié le Hunter. Hunter, en soi, c'est toujours un Defrattle, mais indirectement. C'est juste réinvoque une bête, en fait, maintenant. Dans le package de Hunter Bet, en tout cas. Il réfléchit à buffer avec le sort à 3, peut-être? La question de est-ce qu'il veut tuer cette 4-3 ou pas? Ok, ça nous va limite qu'il ait justement pas une bête avec Tones qui va nous empêcher d'aller face là. On va garder cette arme, j'imagine. Ok, là je nous estime pas trop mal dans le spot. On est vraiment pas trop mal. La question c'est est-ce qu'on peut partir en plan de jeu OTK? Je pense pas. Donc on va juste faire ça. Ça va rush là-dedans. On va quand même garder le backstab ici. Peut-être qu'on tue ça. Ça me paraît ok en fait. On aurait pu potentiellement tout tuer, mais j'aime bien garder le backstab pour la mine. Donc ouais, malgré vraiment la sortie absolue de Hunter, bah on voit qu'à sortie absolue égale, c'est nous qui sommes devant. Bon après, la sortie la plus absolue qu'il pouvait faire, c'était draguer le colossal. Bon là, on parle de vraiment une sortie 1% qui arrive dans 1% des cas. Là où notre sortie, bah, curvée comme ça arrivera peut-être dans 5% des cas. Voire plus, en vrai. Peut-être même 10%. Donc globalement, on va dire qu'on avait 10 fois plus de chances d'avoir une sortie explosive à sortie égale, donc vraiment à sortie égale en partant du principe qu'on évite ce 1%, bah, on va juste détruire Hunter. Donc c'est vraiment l'avantage de ces 5-8, c'est qu'on peut prendre de vitesse le deck. Ok, il passe à 19, 14, 13, 9. L'arme va aller face pour entrer des dégâts. Oh, ça c'est pas un mauvais top deck. Donc pour sur ça. On a 4, 8, 12 de la main. On va faire ça et jouer cette 1-3, juste pour la présence sur le board. Donc il peut avoir la 5-8, la 5-6 stones. La question c'est est-ce que ça suffit? Pour que ça suffise, en fait, il faut... Ouais, c'est ça, il nous manque qu'un seul de dégâts, en fait. Là, qu'est-ce que je lis? Mine qui va mourir. Sa face. Ok, bon. Là, on a du coup 5, 10, enfin 8. Il cherche les dégâts. On a 8 de la main, 12. Il est à 14. Ah, bah bien joué. Attention à bien jouer autour, donc à bien faire ça first.
Ok. Pour le fait de connaître des pools de résurrection, enfin le pool de secret, bah on sait qu'il voulait le piège expo dans ce spot, il voulait sûrement le ice trap. Mais voilà, il n'y avait rien qui le sauvait mathématiquement. Donc ouais, très bonne série, honnêtement. On va en lancer une dernière. Et au final, bah vous voyez, là, en fait, si je n'avais pas fait cette vidéo, bah j'aurais pas considéré de jouer le deck, au moins, considéré. Parce que là, je vois la stabilité du deck, et ça me frustre moins de jouer ce deck que le Volor Mine classique. C'est peut-être plus simple pour le jeu parce qu'on a moins d'OTK tour 5 ou des games où le mec perd tout seul, donc vraiment qui sont one-sided. Mais on a toujours cette possibilité d'infime game qu'on va pouvoir OTK très tôt. Donc voilà, j'aime beaucoup cette stabilité de deck en tout cas. Donc certes, cette version doit ressembler peut-être à des versions antérieures qu'on a dû voir de voleur des Frattles, mais moi ce que j'aime bien c'est vraiment l'optimisation. Avant de jouer un deck, j'attends qu'il soit optimisé à la quasi-perfection. C'est-à-dire que, mais à la limite, il y a peut-être une carte ou deux qui peuvent être questionnables. C'est-à-dire, je sais pas, que tu une extorsion pour une carte tech, voilà. C'est vraiment, on parle de perfectionnement. Donc c'est un petit peu le côté perfectionniste que j'ai. Warrior. Warrior, peut-être qu'on a une stabilité plus grande, à voir. Mais je pense que Warrior est un mauvais match-up. Mais les 5-8 peuvent carry, hein, sachant que maintenant, le deck en face joue une seule baston. Je pense qu'on va renvoyer ça. L'idée, c'est d'augmenter au maximum la value qu'on peut avoir sur les sorts à 8, globalement. Si c'est vraiment un guerrier. Et là, on a la sortie dont on parlait. Donc là, ce qui pourrait être les nuts, c'est peut-être d'avoir le cimetière sur tour 3. On va pas jouer cette 2-2 parce que, hop, on est dans un match-up où le mec peut remove des cartes camouflées. On a l'arme en follow-up, ok. On va taper avec cette arme. En tous les cas, on voudra aller qu'à un seul endroit, c'est face. Pièce quelque chose. Ah, c'est un Shroud. Mais j'ai envie de dire, on est plus content que ce soit un voleur, limite. Ok. On va juste jouer ça. Et je pense que le play correct, c'est d'acolyte prochain tour. On a 2-5-8. Et en fait, plus je joue le deck, et plus je me rends compte qu'en fait, on a un match-up favorable contre ce genre de deck. Ok, peut-être qu'il peut avoir un silence random. Quelque chose qui nous baise. Ok, en l'occurrence, il l'a pas eu. Voilà, ici, on va juste faire le play safe. On va bien face en premier. On joue ça. On prend straight. L'arme va face au cas où on joue ça. Donc voilà, même si on a la possibilité de bullshit avec ça, on peut très bien ne pas piocher de Death Rattle. On en a que 3 dans le deck. Et en soi, statistiquement, plus on attend, plus bah, tant qu'on pioche pas de Death Rattle, tant qu'on pioche pas soit mine, soit la 1-8 numéro 2, enfin la 5-8, on augmente nos chances de toucher que des Death Rattle. Statistiquement, on épure le deck. Ça veut dire que les prochaines drones étaient dans tous les cas pas des Death Rattle, donc voilà. L'extorsion, à voir si on la garde ou pas. Mais voilà, c'est pour ça que j'aime bien les plays stables. Certains pourraient se dire, vas-y, moi c'est bon, j'y vais. Hein. Je pars en trickster maintenant. On va trade ça. On a pioché un Death Rattle. Donc là, en l'occurrence, on peut pas être result oriented, je pense. Moi, j'aime bien juste aller face. Le forcer à réagir. Il est mort on board. Et derrière, on fait ça, ça. Statistiquement, c'est plus correct pour setup létal en 2 tours, en fait, s'il te plaît. Parce que 8 de dégâts de l'arme, là où là, on pioche pas de Death Rattle, bah du coup, c'est pas ouf. Et vraiment, bah, j'ai l'impression que c'est plus possible ouais, de faire une sortie bullshit, comme j'ai dit, avec cette version que bah, l'autre version, en fait. Statistiquement, ça sera plus possible. J'ai l'impression que ça va arriver peut-être 2 fois plus souvent avec cette version que l'autre version. Même si on a une sortie moins explosive à base de on tue l'adversaire plus tard, bah, on gagne quand même les games. Tu vas pas pouvoir tuer ça, j'imagine. Sketchy. Est-ce que Sketchy pioche à 100% la bombe? Oui. Donc il est mort. Donc là, voilà. En l'espace d'une vidéo YouTube, j'ai déjà un deck que je vais potentiellement considérer
pour le Major qui a lieu donc le week-end prochain. Donc voilà, comme quoi, faut se laisser surprendre. C'est pour ça que quand il y a un deck qui performe beaucoup, je vais pas être en mode ah, j'aime pas le deck de toute façon, ouais, il a l'air nul. Vraiment, avant de critiquer un deck, j'attends de le jouer moi-même. De voir vraiment le plein potentiel du deck. Si un deck performe, vraiment, ayez l'esprit critique. Essayez de comprendre le deck, ça vous aidera à jouer contre, même si vous n'aimez pas le deck au final. Mais j'ai le meilleur exemple, c'est vraiment beaucoup de joueurs de Board Priest qui voulaient apprendre le Board Priest, le prêtre cochon, qui au final n'aimaient pas le deck. Et une fois qu'ils l'ont appris, ils voient la pertinence, ils voient que c'est vraiment des games vraiment qui nous stimulent intellectuellement parlant, ouais. Parce que les games sont toutes différentes, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tchuss.